Sa voix n'a pas l'assurance qu'il aurait aimé afficher. Il est envahi d'une drôle de fièvre. Son cœur cogne dans sa poitrine. Chavo l'abandonne. Tony se retrouve seul. Seul à quelques centimètres des bêtes qui l'observent, il en est certain. Il risque un coup d'œil dans une cage et se fige. Face à lui, 2 yeux d'un vert vif, plantés dans les siens. Un tigre trapu d'au moins 200 kilos, campé sur ses 4 pattes. Un pelage fauve, strié de noir. Des babines épaisses. Une respiration lourde, menaçante, qui génère des décharges électriques dans sa colonne vertébrale. Il aimerait rappeler Chavo, lui dire péniblement qu'il a changé d'avis, qu'il n'a pas la carrure, mais il est incapable d'ouvrir la bouche. Incapable aussi de détourner son regard de celui du fauve. Dans sa peur, il y a autre chose. Un enivrement, une exaltation. À l'affiche aujourd'hui, la romancière Melissa d'Acosta, avec ses 5 millions de livres vendus. Elle plonge ses lecteurs dans l'arène d'un cirque, au milieu des fauves, pour son 9e roman, surprenant, tendu et sans concession. Bonjour à tous et bonjour Melissa d'Acosta. Merci pour cette lecture. On est ravis de vous retrouver donc, pour ce nouveau roman Fauve qui agite cette rentrée littéraire de janvier et que d'ailleurs vous avez lancé au sein d'un cirque. On a récupéré quelques images, c'est assez inhabituel. Oui, mais j'avais envie de plonger les lecteurs vraiment dans l'ambiance du roman, sous ce chapiteau, au sein de cette famille qui est une famille tzigane et qui travaille encore à l'ancienne, comme dans mon roman. Donc on y était à 100%. Alors ce roman, justement, vous nous propulsez donc sous le chapiteau d'un cirque dans les années 80, à l'époque où les lions et les panthères étaient encore utilisés dans les numéros de dressage. Qu'est-ce qui vous a attiré dans cet univers du cirque ? Alors, j'avais envie depuis quelque temps d'écrire un roman sur la violence qui viendrait un petit peu expliquer comment naît la violence, comment elle se transmet. Mais je ne trouvais pas d'univers pour venir faire prendre vie à ce roman. Et puis un jour, je lisais un livre pour enfants à mon fils sur l'univers du cirque. Et il y avait cette page sur les dompteurs de fauves qui se retrouvent dans l'arène, qui risquent leur vie chaque jour, plusieurs fois par jour parfois. Et je me disais, mais qui peut avoir envie d'être là chaque jour ? Qu'est-ce qu'un homme peut avoir besoin de se prouver pour faire face à la sauvagerie des fauves ? Et tout de suite, les 2 idées se sont connectées et j'ai compris que j'écrirais ce roman sur la violence et que mon jeune homme, qui serait à la sortie de l'enfance, au début de l'âge adulte, il intégrerait un cirque et qu'il entrerait dans l'arène. Voilà, c'est le point de départ de ce récit d'apprentissage, si je peux le qualifier comme ça. Il s'ouvre sur la fuite d'un jeune homme de 17 ans, Tony, en rupture avec sa famille, dysfonctionnelle et violente, et il va trouver refuge dans un petit cirque itinérant pour proposer ses services. C'est ça. Il se retrouve littéralement à la rue suite à une dispute avec son père et il n'a pas d'attirance particulière pour le monde du cirque. Il se trouve simplement sur un banc, ivre-mort. Quand le chapiteau d'un cirque est en train d'être démonté, il voit les camions qui se préparent à partir et il comprend que c'est sa seule chance d'avoir un toit sur la tête ou en tout cas d'avoir une échappatoire. Et donc, il propose ses services en se disant, voilà, pendant quelques semaines, il faut que je reste à l'écart de mon père. Je ne peux pas revenir tout de suite après ce qui s'est passé, une très violente altercation. Et donc, voilà comment il intègre cette famille, Pulko, et voilà. Cette communauté de Tzigane, un petit peu par hasard. Alors lui, c'est un gadjo, un étranger dans ce monde-là. Il va devoir s'intégrer dans cette communauté très soudée des Tziganes saltamanques du cirque Pulko. Et vous brossez une galerie de personnages hauts en couleur. Alors Chavo, on l'a entendu dans la lecture, le padré est dompteur. Sabrina, sa compagne plus jeune que lui, est guérisseuse. Il y a les jeunes, il y a les anciens. Une logique de clan. J'ai trouvé que vous tiriez particulièrement bien votre fil en tenant le lecteur en immersion. Quel a été pour vous le plus grand défi d'écriture ? Ça a été vraiment de pouvoir pénétrer le monde du cirque et les coulisses du cirque parce que le cirque, les spectacles, on peut avoir autant d'images qu'on veut, on peut connaître cet aspect-là, mais la partie vraiment vie en communauté, dans des communautés qui sont quand même très fermées, avec leurs propres règles, leurs propres codes,
c'était pas évident. Et donc, voilà, avoir accès via des documentaires, des livres, à cette partie-là du monde du cirque, c'était pas évident. Mais je pense que le plus difficile, c'est de se mettre dans la tête des animaux. Parce que j'essaye de me mettre à l'intérieur de chacun des personnages que je décris. Et là, il y a 6 personnages qui sont des tigres, des lions et une panthère. Et c'est un exercice vraiment pas facile d'essayer de comprendre leur raisonnement et de ne pas les réduire à de simples objets qu'on dépose sur des tabourets dans l'arène, mais vraiment leur donner vie. Oui, justement, j'aimerais que vous me disiez un mot de cette panthère nébuleuse, bien difficile à dompter. Qu'est-ce qu'elle représente dans le récit ? Je pense que la panthère, donc Asia, elle s'appelle Asia, elle vient un petit peu faire écho aux femmes du roman. Elle est très, très, très liée à Sabrina, qui est donc la femme du patriarche, qui l'a élevée comme un bébé, cette petite panthère. Et elle est un peu une prolongation de Sabrina. Sabrina projette beaucoup de choses sur cette panthère. À un moment donné, elle dit, tu te rends compte, elle est libre là, elle pourrait s'enfuir. Et elle ne le fait pas, elle reste. Et Sabrina... Asia, la petite panthère, elle vient signifier la condition de ces femmes qui sont nées dans ce clan, dans ces roulottes, qui sont sous emprise d'un système très patriarcal, encore très genré. Et puis plus tard, Tony va devenir le dresseur de cette panthère et elle va un petit peu venir lui montrer son reflet. C'est lui, enfant, qui va apprendre à décrypter et à connaître à travers Asia. Alors la violence, vous en parliez aussi, elle est bien présente dans cette histoire. Violence familiale, violence envers les animaux. Oui. Le récit pose la question, qui sont les fauves finalement et qui est réellement en cage ? Comment se défaire d'un passé violent ? Vous ne jugez pas, mais vous avez prononcé le mot, vous dénoncez le patriarcat. Oui, complètement. Je juge pas, j'avais besoin de comprendre en fait. Écrire m'aide à disséquer, à étudier très profondément. Et pour moi, il n'y a pas de bourreau et de victime dans le sens où chaque bourreau de ce roman est un enfant brisé par la violence lui-même. Tony, c'est pas quelqu'un qu'on... Enfin, on pourrait le détester, c'est juste un enfant brisé qui a été élevé dans la violence, par la violence, et qui reproduit malgré lui, qui passe sa vie à essayer de ne pas reproduire. Mais il y a quelque chose qui est plus fort, un déterminisme qui s'ancre dès l'enfance et qui est plus fort que tout. Et le vrai fautif, c'est le système qui encourage ça. Chaque bourreau ici est simplement une victime qui a subi et qui subira. Et finalement, les hommes les plus violents de ce roman n'auront pas de belle fin, seront eux-mêmes des victimes. Merci Mélissa d'Acosta. Fauve est publié aux éditions Albin Michel. D'ailleurs, votre premier roman, Tout le bleu du ciel, avait été vendu à plus d'1,5 million d'exemplaires. C'est un premier roman qui a déjà été adapté à la télévision avec les comédiens Hugo Becker et Camille Lou. Je crois que tous vos romans sont en cours d'adaptation. Fauve pourrait suivre le même chemin. Est-ce que vous écrivez en ayant en tête des scènes filmées ? Alors, j'écris en ayant en tête des scènes, mais pas forcément... Je projette rien à l'écran. C'est vraiment des scènes dans ma tête. J'ai une façon d'écrire très cinématographique. Après, je rêverais évidemment de voir Fauve sur écran. J'ai déjà des scènes très, très précises avec des bandes son. C'est génial. Vos livres sont traduits en plus de 40 langues. Savez-vous dans quel pays vous êtes la plus lue ou dans quelle langue vous êtes la plus lue ? Je sais qu'il y a un très gros succès aux Pays-Bas et en Italie. Et puis, il y a des pays dans lesquels le livre arrive... Enfin, un des premiers... Certains de mes livres arrivent juste, en fait, et où ça fonctionne très fort aussi. Je pense à la Pologne aussi, où il y a un petit succès qui commence à s'installer. Vous avez aussi un nouveau rôle, j'ai vu, ambassadrice de l'UNICEF, pour lequel vous avez publié en 2023 La Faiseuse d'étoiles, une longue nouvelle inédite. 500 000 € ont été récoltés. Ils ont été investis dans des programmes d'éco-village à Madagascar. En quoi consiste votre engagement et est-ce que vous aurez de nouvelles missions comme ambassadrice ?
Eh ben j'espère, j'espère. Pour l'instant, mon engagement s'est traduit donc à travers cet ouvrage, La Faiseuse d'étoiles, dont les fonds ont été reversés, comme vous l'avez dit. J'ai été également marraine d'un concours littéraire pour récompenser des romans jeunesse qui viennent éveiller les consciences des enfants pour en faire de futurs citoyens engagés. Et il y aura évidemment d'autres missions que je ne connais pas aujourd'hui, mais voilà, moi je suis prête à donner de mon temps en tout cas. Ah, c'est super. Et vu votre rythme d'écriture, il y a certainement un nouveau livre en préparation, ou je me trompe? Oui, bien sûr. Il va, en tout cas, un premier jet est déjà prêt et puis il sera retravaillé. C'est impressionnant. On a l'habitude de demander leur coup de cœur culturel à nos invités dans cette émission. Le vôtre, c'est la pièce de théâtre aux 5 Molières de Jean-Philippe Daguerre, Du charbon dans les veines. Qu'est-ce qui vous a touché ? Qu'est-ce qui m'a touchée ? Cet univers à la fois sombre, très pauvre, mais plein d'une humanité qui éclate, qui saute au visage. Les personnages, les thématiques, ce déterminisme aussi contre lequel on essaye de lutter, et puis l'amour qui triomphe de tout. Du charbon dans les veines jusqu'en mai prochain au Théâtre du Palais Royal. Merci infiniment, Mélissa Dacosta. Votre tournée de dédicaces pour Fauve aux éditions Albin Michel continue. Bon vent à vous. Cette émission est à retrouver sur france24.com et tous nos réseaux sociaux. À très vite. On se quitte donc avec un extrait de Du charbon dans les veines. À très vite. Oublie pas ton Vlad. Mon Vlad, il passe son temps avec ton fils, ou à la volière. C'est ta fiancée qui va être jalouse si elle te voit caresser ta jonjon comme ça. Pour qu'elle soit jalouse, il faudrait d'abord que j'en trouve. Depuis tout le temps que tu passes ici. Les poissons savent nager, les pigeons ils savent voler, les mineurs ils savent que le soleil n'existe pas. Il n'y a rien eu à faire. Ils ont voulu être mineurs comme leur père. Tu vas jamais, toi, au cimetière. Jamais. Vu le temps que je vais y passer dans pas longtemps.